La dernière présentation de cette session est par Alain Fischer. Je ne suis pas absolument certain que ça vaille la peine de le présenter, mais je le fais quand même par plaisir. Alain Fischer est professeur émérite au CHU Necker-Enfants Malades. Il est professeur émérite ici au Collège de France. On a partagé cette maison. Il est membre de l'Académie des sciences et récent président d'ailleurs de l'Académie des sciences. Tout le monde connaît son travail comme pionnier de la thérapie génique des déficits immunitaires de l'enfant. Et donc, il va nous faire une mise au point sur un sujet qui est un sujet, au fond, assez brûlant, qui est celui des plateformes de thérapie cellulaire et de thérapie génique. Toutes ces méthodes se développent à l'heure actuelle de façon très rapide à côté des médicaments standards. Elles ont été beaucoup gérées par l'industrie, pas toujours fiables, pas toujours tout à fait intéressés à continuer lorsque les choses sont en route. Les coûts montent très vite et donc il y a la problématique de garder un petit peu de souveraineté et de liberté par rapport à ces techniques, ce qui a aussi un coût et ce qui nécessite aussi, j'imagine, des formations, mais je ne vais pas faire ton topo. Donc merci Alain de vous parler. Bonjour. Je n'ai pas de diapositive parce que je n'avais pas envie d'entrer en compétition avec les deux précédents orateurs qui ont des magnifiques films et des magnifiques photos. Je n'ai aucune chance, donc j'ai décidé de faire sans images. Désolé. Donc je vais vous parler de médicaments, mais comme vient de l'indiquer Philippe, de médicaments un peu différents des molécules chimiques habituelles. Il faut savoir que aujourd'hui, presque 50% des nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché ne sont pas des molécules chimiques classiques, ce sont ce qu'on appelle de façon générique des biothérapies. Alors, une partie dont je ne parle absolument pas aujourd'hui concerne des protéines ou des ARN, des acides ribonucléiques, et une partie finale, qui est celle dont je vais parler, concerne des cellules et des gènes. On appelle ça aujourd'hui des médicaments de thérapie innovante, MTI dans le jargon médical, ATMP en anglais, peu importe. Vous accepterez facilement l'idée que ce sont des médicaments atypiques et qui posent évidemment des questions de développement scientifique, et je commencerai par évoquer qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gènes ou ces cellules, mais qui posent toutes sortes de questions d'ordre réglementaire, organisationnel, économique et, in fine, dans une certaine mesure politique, que je vais essayer d'aborder dans ces 20 minutes qui viennent. Juste pour vous donner une idée de la situation actuelle, il y a apparemment à peu près 29 médicaments de ce type, cellules, gènes ou cellules plus gènes, qui sont sur le marché aujourd'hui. Et récemment, j'entendais un exposé du directeur général de l'assistance publique, Nicolas Revel, qui indiquait que depuis 2018, 1500 patients à Paris, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, ont reçu ce type de thérapeutique, ce qui est à la fois peu, mais néanmoins indique que ce n'est pas tout à fait négligeable, surtout qu'en face, on peut indiquer que cela correspond à 11% des dépenses de médicaments de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc c'est une situation présente en pleine expansion. Alors, de quoi s'agit-il à propos de ces thérapies géniques et cellulaires? En gros, l'histoire commence pour les patients en termes de bénéfices cliniques à un peu plus de 25 ans. Et il y a deux grands secteurs qui sont inégaux en termes de nombre de malades qui ont bénéficié de thérapies géniques. Le contexte de pathologies héréditaires, de maladies génétiques, avec lesquelles ces thérapies se sont d'abord développées, et dont l'idée, le concept est extrêmement simple. L'application, d'ailleurs, n'est pas si compliquée que ça, la mise en route. Ça consiste à introduire la copie d'un gène, donc un morceau d'ADN, dans des cellules pour restaurer une fonction déficiente. C'est la façon la plus habituelle d'utiliser ces thérapeutiques. On peut le faire de différentes façons, in vivo, en injectant le gène, non pas tel quel, mais dans un vecteur, un virus qui va pénétrer dans les cellules, ou ex vivo, en prélevant les cellules du malade, les traitant au laboratoire et les réinjectant au malade, ce qu'on fait par exemple si on cherche à traiter des cellules de la peau ou des cellules de la moelle osseuse qui fabriquent les cellules sanguines. À ce jour, il y a un peu plus d'une vingtaine de maladies génétiques. Il y a 7000 maladies génétiques, donc ça vous donne un ordre de grandeur de ce qui reste à faire, si tant est qu'on va traiter par thérapie génique toutes les maladies génétiques, mais une vingtaine de maladies génétiques
pour lesquels ces thérapies ont apporté indiscutablement de façon reproductible un bénéfice. Il s'agit de diverses maladies du sang, je ne vais pas les énumérer, mais aussi de cécité héréditaire, de maladies de surcharge, d'une maladie neuromusculaire très spectaculaire qui s'appelle l'amyotrophie spinale, de maladies du foie, de surdité. Donc différents champs de la médecine sont aujourd'hui couverts parce qu'on peut injecter ces produits dans différents organes, par exemple sous la rétine, lorsqu'il s'agit de traiter des pathologies héréditaires de la rétine. Et un autre champ qui s'est développé depuis maintenant un peu plus de 10 ans, c'est le traitement de certaines formes de cancer. Je pense qu'à peu près tout le monde a entendu parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les CAR-T, c'est-à-dire que c'est des globules blancs des lymphocytes des patients qui sont génétiquement modifiés, thérapie génique, réinjectés aux patients de telle manière que ces lymphocytes s'attaquent un certain type de cellules cancéreuses. Pour l'instant, on ne peut le faire que pour des cancers qui concernent une catégorie particulière de lymphocytes, lymphocyte B, et donc on peut traiter certaines formes de leucémie, de lymphome ou de myélome par ces approches. Et ceci est en plein développement. Plus de 1000 patients ont déjà été traités en France par ces approches, et la même stratégie peut probablement aussi servir à traiter certaines formes sévères de maladies auto-immunes. Je rappelle les maladies où le système immunitaire s'attaque à notre propre corps, la stratégie consistant à détruire les globules blancs qui fabriquent les anticorps qui s'attaquent à notre corps. À ce jour, il y a 17 médicaments commercialisés dans le monde de façon variable entre l'Europe et les États-Unis autour de ces thérapies géniques et concernant les maladies héréditaires ou des cancers. En termes de thérapie cellulaire, c'est à la fois développé depuis plus longtemps, mais avec pour l'instant encore moins de produits. Le plus classique et bien connu, c'est de cultiver in vitro des kératinocytes de la peau pour remplacer une peau brûlée, et on peut le faire à grande intensité aujourd'hui, mais il y a des débuts d'application de culture de cellules qu'on appelle les cellules mésenchymateuses, on peut prélever par exemple de la moelle osseuse, qui permettent soit d'avoir des effets immunosuppresseurs, soit éventuellement de régénérer des tissus. Alors ça, c'est la situation présente. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour les années qui viennent ? Du fait de développement de nouvelles technologies, de l'avancée de la recherche qui est assez rapide en termes de thérapie génique. Je pense que vous avez tous entendu parler des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, des dérivés de ces systèmes qui sont de plus en plus sophistiqués, permettent de faire littéralement de la chirurgie de gènes, c'est-à-dire d'aller remplacer des petits morceaux de gènes. Donc là, on ne peut plus faire d'image parce qu'on est à une échelle subnanométrique, et de telle manière qu'on puisse corriger, par exemple, une mutation. Et ces approches qui sont en début de développement, et en utilisant aussi de nouveaux vecteurs pour délivrer ces produits au sein du corps, on peut envisager de traiter beaucoup plus de maladies génétiques, peut-être d'autres formes de cancer, c'est un peu plus compliqué. Le problème est de ne pas abîmer les cellules saines, de se concentrer sur les cellules cancéreuses, mais il y a des approches potentiellement intéressantes. Et si c'est le cas, ça fait beaucoup de patients qui pourraient en bénéficier. C'est le cas, par exemple, aussi de la xénotransplantation. Vous savez qu'il n'y a pas assez d'organes possiblement greffables pour les patients qui ont besoin d'une greffe de rein, de cœur, etc. Et l'idée est d'utiliser des organes de porc génétiquement modifiés de telle manière qu'ils soient tolérés par le corps. Il est tout début de tentatives cliniques en cours, et sans doute qui se développeront. Et il y a encore de traitements peut-être de maladies dégénératives, de formes sévères d'allergies. Enfin, je sais pas, la liste est potentiellement longue, mais si il est exact que des progrès de ces technologies surviennent dans les années qui viennent, le nombre de patients potentiellement concernés devient important. Juste à titre d'indication pour les thérapies géniques, il y a une estimation qui vient d'être publiée aux États-Unis qui suggère qu'il pourrait y avoir 85 nouveaux médicaments sur le marché, on en est à 17 actuellement, d'ici 6-7 ans. Ce qui est à la fois pas beaucoup, mais néanmoins, compte tenu des implications dont je vais parler dans un instant, loin d'être négligeable, avec un budget de médicaments, je reparlerai d'argent, qui serait pour les États-Unis, on peut en gros diviser par 5 pour la France, de 21 milliards de dollars. Donc c'est assez important. Et en termes de thérapie cellulaire, les techniques permettant, à partir de cellules, par exemple, prélevées de la peau, de les redédifférencier en cellules souches, et à partir de cellules souches, qu'on appelle les cellules souches pluripotentes induites, IPS en abrégé, on peut différencier à peu près tous les tissus possibles, en tous les cas à l'échelle d'un type cellulaire. On peut envisager les utiliser en suppléance d'organes, en médecine régénératrice, dans beaucoup de tissus. Là, on est vraiment plus dans le potentiel d'avenir que dans la réalité. Néanmoins,
il se trouve que la semaine dernière, au Japon, 2 types de ces approches ont été autorisés comme médicaments, à un stade, à mon avis, trop préliminaire, mais pour traiter une maladie de Parkinson et des insuffisances cardiaques. Je pense que les données qui précèdent ne sont pas tout à fait suffisantes pour valider totalement ces approches, mais ça indique le mouvement et le potentiel possible de ces thérapeutiques. Donc, en résumé, grâce au développement des connaissances scientifiques et des technologies, une situation pleine de potentiel, vraiment même assez impressionnant. Alors, quelles sont les implications? Est-ce qu'on peut mettre ça en pratique au-delà des espoirs? La réponse est il y a des possibilités de le faire. C'est assez complexe, à la fois, je l'indiquais en introduction, pour des raisons commerciales, pas commerciales, d'abord économiques, financières, commerciales dans un second temps, mais aussi réglementaires, technologiques. Cette affaire est assez complexe. Mais nous pouvons être acteurs de ces développements, et l'hôpital peut être acteur de ce développement parce que c'est un lieu, évidemment cela ne sera pas possible dans tous les hôpitaux, mais dans certains hôpitaux où on peut concentrer en un même lieu une capacité de recherche pour mettre au point ce type de thérapeutique. Dans un lieu où on a une expertise des pathologies que l'on cherche à traiter, des cohortes de patients dont les données ont été colligées de façon précise, où on peut s'aider des moyens modernes numériques et d'IA dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. On a des registres, on a des biobanques, du matériel, qui est la base de ce type de travaux. Dans des hôpitaux où on a une capacité de logistique pour coordonner les essais cliniques et même dans un second temps le suivi, le monitoring, du franglais, des patients traités, ce qui implique beaucoup de monde, beaucoup de compétences, des compétences par exemple de pharmaciens qui autour de la préparation des produits et puis de leur délivrance. Et puis aussi, enfin, on peut envisager, et cela commence à exister, d'avoir dans un hôpital une capacité est en situation de produire les cellules dont on a besoin, de les modifier génétiquement à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Cela est faisable à l'hôpital Saint-Louis et à l'hôpital Necker-Enfants-Malades. Et on peut envisager d'aller plus loin, même c'est de produire les vecteurs, qui est une étape supplémentaire. Donc si on est capable de réunir cet ensemble de compétences, il faut former beaucoup de personnes à des nouveaux métiers, on est en situation de pouvoir participer de ce mouvement d'innovation et de le développer pour que ces produits puissent devenir des médicaments autorisés. Il faut y ajouter, si on veut que cela puisse se faire vraiment, d'améliorer, de favoriser la réglementation qui est assez rigide en termes d'autorisation. Il est légitime que ces produits soient soumis aux autorisations réglementaires comme tout médicament, mais il y a une certaine forme de rigidité. Alors, si je vais un tout petit peu plus loin dans la réflexion actuelle sur la situation où nous en sommes, c'est quel est le constat pour nos pays, pour la France spécifiquement? Malheureusement, il n'est pas excellent. Il n'est pas catastrophique, mais il n'est pas excellent. Si on compare la situation mondiale, il y a 2 pays où les activités, 3 pays même, où le développement des thérapies géniques et des thérapies cellulaires est vraiment en avance sur un plan organisationnel et de production, que sont les États-Unis, même dans le contexte actuel, la Chine, et pour les thérapies cellulaires, j'y ai déjà fait allusion, le Japon. L'Europe, globalement, dont la France, n'est pas dans une très très bonne situation, pour une série de raisons qui recoupent d'ailleurs sur un plan beaucoup plus large et macro que celui des thérapies géniques et cellulaires, ce qui se passe au niveau de l'innovation en Europe et qui est évoqué dans un rapport bien connu aujourd'hui de Mario Draghi sur les difficultés d'innovation de l'Europe. Ça se recoupe complètement à l'échelle de la réflexion sur ces nouvelles thérapies, ces thérapies innovantes. Donc ces facteurs que je résume brièvement sont un investissement de recherche publique et privée insuffisant, très franchement insuffisant, à la fois dans le domaine académique et dans le domaine de l'industrie. La fragmentation des efforts en petits groupes cherchant à faire telle ou telle activité, c'est flagrant par exemple en France où un certain nombre d'entités hospitalières, de centres de transfusion sanguine ont développé des capacités de production de cellules, mais qui, pour certaines, marchent à vide parce qu'il n'y a pas de projet associé, il n'y a pas de coordination. C'est juste une illustration. Pour ce qui concerne une fraction de l'application de ces thérapeutiques que sont les maladies rares, maladies génétiques, qui représentent quand même, si on les rassemble toutes, 2,5 millions de personnes en France, mais qui chacune d'entre elles sont rares. Il y a un désinvestissement de l'industrie, qui est un partenaire évidemment important du développement de ces thérapeutiques.
parce que marché trop petit. Voilà. Et puis, je l'ai déjà évoqué, une réglementation qui est assez rigide, plus rigide en Europe qu'elle ne l'est aux États-Unis ou d'ailleurs en Grande-Bretagne. Et à cela s'ajoute une difficulté, cette fois-ci, qui devient d'ordre des prix. C'est que les quelques médicaments qui sont aujourd'hui sur le marché, je vous ai dit que pour les thérapies géniques, il y en a 17, les prix, alors c'est toujours compliqué de parler de prix de ces médicaments innovants parce qu'il y a le prix dit facial, donc officiel, et puis il y a un prix après négociation entre les autorités de santé et les industriels, dont le résultat est non connu. Mais enfin, on peut faire des estimations. Donc les prix tournent en gros pour les thérapeutiques les moins chères de l'ordre de 250 000 à 300 000 euros, c'est le cas des CAR-T, et pour des maladies génétiques rares, jusqu'à 3 500 000 euros par traitement par malade, ce qui font de ces médicaments les médicaments les plus chers et de loin toute catégorie de médicaments. Et cela pose problème, pas encore aujourd'hui parce que le nombre de médicaments disponibles est relativement faible, mais potentiellement est une problématique de capacité de proposer ces traitements à tous ceux qui en ont besoin, au moins dans notre pays, à défaut de l'envisager au niveau mondial, compte tenu de ces développements. Si on transpose, s'il est exact qu'en 2033, il y aura 85 nouvelles thérapies géniques dont le prix moyen serait de 2 millions par malade et qu'il y a plusieurs milliers de malades traités, vous pouvez calculer assez rapidement que les montants sont élevés. On a là donc une difficulté qui n'est pas facilement surmontable, mais qui est un problème qui est susceptible d'obérer, au moins partiellement, et ceci serait très frustrant compte tenu des potentialités évoquées tout à l'heure, le développement de ces thérapies géniques et cellulaires. Donc, ce qu'on peut essayer de proposer, il y a beaucoup de réflexions en cours. Il y a une réflexion en cours au niveau national, il y a une mission interministérielle sur ce sujet. L'assistance publique réfléchit très sérieusement sur cette question. Laure Boquet, qui je crois est par là, oui, je la vois, a été missionnée à l'assistance publique des hôpitaux de Paris pour voir dans quelles conditions celle-ci, quand même à sa place d'hôpitaux universitaires majeurs de ce pays, de quelle façon elle peut s'engager dans cette innovation et de façon raisonnable mais efficace et faire en sorte que nous soyons présents et que nous puissions traiter des malades. Donc il faut avoir quelques structures qui rassemblent les différentes compétences que j'ai évoquées tout à l'heure, je ne vais pas les répéter, qui disposent des moyens financiers adéquats, qui disposent donc des personnes ayant toutes les compétences des pharmaciens, aux biologistes moléculaires, aux pharmacologues et plein d'autres que je ne vais pas évoquer là, et qui est la capacité de production de ces produits, ces médicaments thérapeutiques innovants, autrement dit, qui se comportent en établissement pharmaceutique, qui implique un agrément comme l'obtiennent les industriels. Ce n'est pas impossible, mais c'est une procédure assez lourde, initialement impliquant un certain nombre d'investissements. Mais il y a quelques exemples de par le monde, le plus proche se situant à Barcelone, en Catalogne, en Espagne, où un hôpital, précisément 2 hôpitaux, ont développé une structure permettant d'être complètement autonome dans la production des CAR-T, les cellules qu'on utilise pour traiter certaines formes de leucémie, et permettant que ces produits soient disponibles à des prix très, très significativement inférieurs à ceux que propose l'industrie. Donc, il montre qu'il y a là un décalage et une marge de manœuvre. Donc, nous ne sommes pas plus idiots que nos collègues qui sont par ailleurs extrêmement dynamiques à Barcelone, mais on peut envisager de monter des structures similaires à Paris et peut-être en France ailleurs dans un second temps. Le Canada essaye de réfléchir à une structure fédérale de ce type avec un centre à Ottawa particulièrement développé sur la production de ces médicaments. Certaines universités américaines réfléchissent également dans ce sens. Donc ce sont les conditions pas tout à fait simples à réunir, mais pas impossibles non plus, à partir d'une volonté scientifique, médicale, économique et politique, pour développer de telles structures qui permettraient progressivement de voir un certain nombre de ces médicaments mis en place, notamment pour des maladies rares où les industriels, pour la majorité, n'interviendront plus, mais aussi peut-être pour traiter des cancers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a derrière des questions économiques qui se posent, l'analyse médico-économique doit être affinée, mais cela paraît relativement possible. Et j'ajouterais, malheureusement, on ne peut pas réfléchir qu'à l'échelle locale
d'un hôpital ou même de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il faut un environnement adéquat. Pour ce qui nous concerne, l'environnement, c'est l'Europe, en gros. Et si on veut avancer de façon réaliste, ça implique que de tels centres doivent fonctionner en réseau, en se partageant le travail d'une certaine manière, en se coordonnant, et avec, idéalement, une structure européenne. Si on cherche, je suis presque dans l'utopie, là, mais peut-être pas tout à fait, d'imaginer la même façon. Il existe une agence européenne du médicament, l'IME, qui donne son feu vert, ou pas, à un médicament innovant et permet qu'il soit développé ensuite et éventuellement commercialisé. Donc à côté de cette agence européenne du médicament, ou en tout cas on pourrait imaginer de faire en sorte que ces capacités soient accrues, y compris à la fois des capacités d'évaluation, les capacités de financement de recherche pour le développement de ce secteur, et aussi en termes d'adaptation réglementaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, en plus ce n'est pas l'activité la plus stimulante, mais c'est évidemment indispensable d'avoir des systèmes plus souples qui accélèrent les procédures de développement de ces médicaments et permettent d'avoir des niches communes pour un certain nombre de maladies. Et on peut aussi imaginer des systèmes d'investissement public-privé particuliers qui, au site de partenariat, si vous voulez, qui facilitent la mise en place de ces structures. Donc on peut avoir un optimisme mesuré que tout ceci pourrait se faire. L'Union européenne est également en train de réfléchir à ces questions. Ça dépasse un peu les thérapies cellulaires et géniques parce que ça concerne globalement l'idée d'un Biotech Act, mais qui permettrait de faciliter ces développements. Et on peut aussi y rêver pour faire baisser les prix, parce que j'ai déjà évoqué à 2 reprises au moins le fait que les prix de ces médicaments risquent d'être un obstacle au-delà d'un certain niveau à leur développement et à leur mise en place effective, d'avoir par exemple un système de fixation des prix ou de négociation des prix qui ne se fasse plus à l'échelle nationale mais à l'échelle de l'Europe, l'Europe étant un marché significatif à l'échelle mondiale du médicament et qui permettrait peut-être d'obtenir des prix un peu plus bas. Enfin bref, il y a beaucoup à faire, mais l'enjeu est majeur puisque d'un côté, je l'ai évoqué brièvement au début de mon exposé, il y a un potentiel d'application médicale, d'avancées scientifiques très significatif. J'ai évoqué quelques domaines et encore je n'ai pas été exhaustif, mais qui implique un accompagnement à travers un certain nombre de points que j'ai évoqués sans les détailler, mais qui est absolument indispensable si on veut que ces avancées scientifiques et médicales se transforment au bénéfice pour les patients. Donc c'est difficile, mais je pense que l'objectif, c'est que ces nouvelles thérapeutiques soient accessibles au moins à tous les patients de notre pays, à défaut de faire mieux pour l'instant, y compris à ceux qui sont atteints de maladies très rares. Et derrière, il y a aussi un enjeu d'une certaine forme de souveraineté et pourquoi pas de développement économique. Merci beaucoup.